Expliquer le test, piquer un doigt, attendre le résultat et référer si besoin au centre de santé le plus proche. Toute la soirée, Sébastien teste des patients pour déterminer s'ils sont séropositifs. Il s'agit de prostituées et de chauffeurs de camions qui travaillent le long de cette route dans le centre du Mozambique. Quand j'ai commencé à tester des patients en 2000, c'était compliqué parce qu'on ne trouvait pas facilement les médicaments. Les gens demandaient « je fais le test et puis on fait quoi après ?» On ne savait pas quoi leur répondre. Quand le ministère de la Santé a commencé à acheter des antirétroviraux et à distribuer gratuitement les médicaments, la situation s'est améliorée. Beaucoup de camionneurs viennent d'eux-mêmes se faire tester, comme Dinis, routier mozambicain. Il est préférable de connaître mon état de santé avant qu'il ne soit trop tard. Je passe beaucoup de temps sur la route, je vis sur la route. Pour les relations extra-conjugales, j'utilise toujours des préservatifs, pour ma propre sécurité. Ces tests menés le long de la route et dans les entreprises de transport font partie d'un projet de Médecins sans frontières. Des centaines de camions sillonnent chaque jour le corridor de Tété qui relie le Malawi au port mozambicain de Beira. L'économie des mines et des transports attire des milliers de travailleurs migrants, des populations plus vulnérables au virus du sida et pour qui l'accès aux soins est compliqué à cause des horaires ou de la stigmatisation pour les travailleuses du sexe. Notre façon de faire le lien entre ces populations spécifiques et les services de santé dont ils ont besoin, c'est d'aller à eux, pas d'attendre qu'ils viennent, mais d'aller à leur rencontre. Le projet suit de près 1000 prostituées, dont une centaine à Beira. La majorité d'entre elles sont zimbabwéennes et la moitié sont séropositives. Cette jeune femme de 26 ans souffre de la tuberculose et elle a transmis le sida à son bébé. Je ne ressens plus de douleur, je ne m'inquiète pas pour moi, mais je m'inquiète pour mon enfant. Est-ce qu'il peut survivre avec tout ça? L'accompagnement permet de s'assurer que les patients prennent des antirétroviraux sur le long terme. La quantité de virus dans l'organisme diminue alors drastiquement, au point d'empêcher la transmission. Au Mozambique, seulement 25 à 40% des personnes séropositives ont accès au traitement. Dans un communiqué rendu public ce week-end, Jama'atou Nasri Islam conseille aux musulmans de prendre toutes les mesures défensives dans les limites de la loi pour se protéger, puisque le gouvernement a clairement échoué à le faire. Ces déclarations interviennent 2 jours après un double attentat suicide qui a fait plus de 120 morts et 770 blessés vendredi dernier à Kano, la principale ville du nord du pays. L'attaque contre la grande mosquée de Kano, dirigée par l'un des plus hauts dignitaires musulmans du Nigeria, l'émir de Kano, qui avait appelé récemment à prendre les armes contre Boko Haram, a été qualifié d'insensé et inhumain ce dimanche par le pape François, qui l'a condamné comme un péché extrêmement grave contre Dieu. La JNI, dont le siège se trouve dans la ville de Kaduna, dans le nord du pays, somme les autorités de prendre réellement leurs responsabilités afin de protéger la vie et les biens des Nigérians. Elle juge inefficace l'état d'urgence instauré en mai 2013 dans les 3 États de Borno, Yobe et Adamawa, qui a pris fin le 20 novembre en dépit du souhait du président Goodluck Jonathan de le protéger. Rappelons que le groupe Boko Haram mène depuis 2002 une insurrection armée. Ces attaques et la répression de l'armée ont fait plus de 13 000 morts et les violences ne cessent de s'intensifier. La Chambre d'appel confirme la décision de culpabilité et rejette l'appel à la majorité, a indiqué le juge Erki Kouroula à La Haye ce lundi. Thomas Lubanga a écouté le jugement de manière attentive, roulant parfois les yeux et secouant la tête. Le chef de milice congolais avait été reconnu coupable en mars 2012 de crimes de guerre pour avoir enrôlé des enfants au sein de l'aile armée de l'Union des patriotes congolais.
Ces enfants avaient ensuite été utilisés comme soldats ou gardes de corps en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo en 2002 et en 2003. Ce jugement auquel assista l'actrice Angelina Jolie, engagée dans la lutte contre l'utilisation des enfants soldats, était le premier jamais rendu par la Cour pénale internationale depuis son entrée en fonction en 2003. Lubanga avait été transféré à La Haye en 2006 et son procès avait démarré en 2009. Il avait été condamné à 14 ans d'emprisonnement ferme en 2012. Thomas Lubanga avait fait appel du jugement, estimant que ses droits à un procès équitable n'avaient pas été respectés, car le procureur n'avait pas communiqué à temps des preuves essentielles qui auraient selon lui permis de l'innocenter. Le bureau du procureur, qui avait demandé une peine de 30 ans d'emprisonnement, avait fait de même, assurant que 14 ans de prison était une peine trop légère au regard de la gravité des crimes commis. Cet appel du bureau du procureur a également été rejeté ce lundi par la CPI. L'ancien président Hosni Moubarak, âgé de 86 ans, était jugé pour son rôle dans la répression des manifestations monstres de janvier-février 2011, ayant mis fin à ses 30 années au pouvoir et au cours desquelles plus de 846 personnes ont été tuées. Samedi dernier, le tribunal égyptien a décidé d'abandonner l'accusation de complicité de meurtre et de corruption contre l'ex-chef d'État. Dans un communiqué rendu public ce dimanche, l'actuel président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé que la Nouvelle-Égypte, qui est le résultat des deux révolutions de 2011 et de 2013, se dirige vers l'établissement d'un État démocratique et moderne fondé sur la justice, la liberté et l'égalité. Cette nouvelle Égypte, a assuré le président, regarde vers l'avenir et ne peut jamais revenir en arrière. Ce lundi, au cours d'une conférence de presse commune, 6 partis politiques de l'opposition ont dénoncé l'abandon des charges contre Hosni Moubarak. Pour Hamdine Sabahi, candidat malheureux à la présidentielle de mai dernier, le président Al-Sisi doit choisir entre la volonté du peuple et celle des anciens qui souhaitent le retour de Hosni Moubarak. Le jour du verdict est un jour noir pour l'histoire de l'Égypte. Le président doit dire de quel côté il se trouve en ce moment décisif, avec le peuple, la révolution et ses objectifs, ou avec ceux qui, dans les médias, prêchent le retour de Moubarak et de son régime. Les défenseurs des droits de l'homme accusent Abdel Fattah al-Sisi, architecte de la destitution de l'islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013, d'avoir instauré un régime encore plus autoritaire que celui de Hosni Moubarak. Depuis l'éviction de Morsi, au moins 1400 de ses partisans ont été tués, pour la plupart des manifestants. Plus de 15 000 personnes ont également été emprisonnées, tandis que des centaines de pro-Morsi ont été condamnés à mort dans des procès de masse expédiés en quelques minutes. Les manifestations se sont déroulées sous un soleil de plomb ce mardi dans la capitale burkinabé. Plusieurs dizaines de milliers de personnes, dont le président de la transition Michel Kafando et son premier ministre, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, étaient rassemblés à Ouagadougou pour cette cérémonie d'hommage officielle. À la fois populaire et militaire, toute la cérémonie a été ponctuée de symboles forts. Tout a démarré au petit matin. 6 cercueils recouverts du drapeau de Burkina Faso, rouge, vert et jaune, ont quitté la morgue de l'hôpital de Ouagadougou. Ils ont été transportés à bord d'un porte-char de l'armée sur la place de la Nation, désormais rebaptisée place de la Révolution, comme à l'époque de l'ancien président, le capitaine Thomas Sankara, tué en 87 lors du coup d'État qui porta Blaise Compaoré au pouvoir. Comme pour sceller l'unité nationale, les milliers de personnes présentes se sont tenues par la main, y compris le président et le premier ministre de transition, pendant 5 minutes de silence. La procession s'est ensuite dirigée vers le cimetière militaire de Gouguin, à l'ouest de la capitale, où 6 victimes ont été inhumées. C'est un grand jour encore une fois. C'est le jour que nous tenons à marquer par notre accompagnement à la mémoire de ces victimes, de ces héros, et aussi pour accompagner les familles dans leur douleur et signifier le fait que cette lutte-là, nous allons en relever le flambeau, nous allons maintenir la flamme, nous allons faire en sorte que ce sacrifice n'ait pas été vain. Ce que je voudrais dire et souligner, c'est surtout que nous fassions le serment de ne point trahir la cause pour laquelle ces jeunes-là sont tombés. J'ai parlé tantôt de la liberté,
de la justice et de la démocratie. Selon une enquête officielle, 24 personnes ont été tuées lors des manifestations des 30 et 31 octobre qui ont poussé le président Blaise Compaoré à quitter le pouvoir. Plusieurs organisations de la société civile ont exigé la lumière sur les circonstances de la mort de ces manifestants et l'engagement sans délai de procédures judiciaires appropriées contre Blaise Compaoré et les dignitaires de son régime déchu. Le gouvernement ayant interdit l'ANC à la suite du drame, Mandela décide de poursuivre la lutte clandestinement et de prendre des armes. Il met alors en place des actions de sabotage et de grève générale afin d'entretenir la guérilla. Mais dès 1962, il est arrêté puis condamné à la prison à vie en 1964. Ses 27 ans d'incarcération à Robben Island puis à Portsmouth n'ont jamais entaché sa popularité. À sa libération, il négocie avec Frédéric de Klerk sur le sort de l'Afrique du Sud. Afin d'honorer les efforts de Nelson Mandela et Frédéric de Klerk pour mettre fin à l'apartheid, les deux hommes reçoivent le prix Nobel de la paix en 1993. Les deux s'accordent sur un gouvernement multiracial et les premières élections présidentielles donnent le pouvoir à Mandela. Il devient ainsi le premier président noir de l'Afrique du Sud le 27 avril 1994 et met alors en œuvre une politique de réconciliation difficile. Après un seul mandat présidentiel, Nelson Mandela se retire de la vie politique. Durant les années 2000, l'homme s'engage dans la lutte contre la pauvreté et le sida, véritable fléau longtemps négligé en Afrique du Sud. Mais sa santé décline. Après un cancer de la prostate, il souffre d'une infection pulmonaire chronique liée à ses nombreuses années d'emprisonnement. Son 90e anniversaire en 2008 est fêté en Afrique du Sud comme une fête nationale. Le 5 décembre 2013, Nelson Mandela est décédé à l'âge de 95 ans. Une trentaine de minutes de prise de parole de Robert Mugabe a parlé du désormais ancien vice-président de la ZANU-PF, Joyce Muduru, et de ses supposés acolytes, les Occidentaux. Bien sûr, aucun éloge à leur endroit, mais rien que des diatribes. L'absence de Joyce Muduru au congrès du parti est qualifiée de pure trahison. Certains de nos collègues ne sont même pas venus alors qu'on ne les a pas poussés dehors. Ils ont juste décidé de leur propre chef d'être absents sans explication. Ce sont des manières d'escrocs. Quand on est choisi par les gens, on n'est pas choisi pour voler, mais pour faire stopper le crime. Pendant des années, nous avons cru travailler ensemble avec Joyce pour des objectifs communs, sans savoir qu'il y avait des plans en coulisses pour détruire le parti et ravir le pouvoir au président. Depuis des années, la ZANU-PF est déchirée par une lutte de succession. Robert Mugabe, 91 ans en février prochain, devrait sans surprise être réélu comme l'an dernier à la tête de son parti à l'issue du congrès qui prend fin samedi. La bataille dès lors se concentre sur le poste de vice-présidence du parti et la composition du bureau politique.